Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le mercredi 15 juillet 2020. Bienvenue dans À l'air libre. À l'air libre sort de son silence estival pour écouter une parole inédite, la parole de Bernard Squarcini, l'ancien chef des services secrets intérieurs. Alors, je ne vous propose pas une interview fleuve de Bernard Squarcini, mais d'entendre ce qu'il a dit au téléphone lorsqu'il était sur écoute judiciaire. Alors, pour écouter tous les épisodes de cette très grande enquête, il faut s'abonner à Mediapart. Si ce n'est pas le cas, eh bien on est là justement pour vous en donner les meilleurs extraits pour en discuter. Edoui Plenel, Pascal Pasquariello, Fabrice Arfi, bonjour à tous les trois. Et vous donnez envie de vous abonner. Bien sûr, Edoui, nous allons répéter ce mantra tout au long de cette émission. Alors depuis dimanche, Mediapart publie donc une série d'enquêtes multimédia de Fabrice et Pascal, basées sur des écoutes judiciaires. Dans cette émission, on va vous expliquer pourquoi Mediapart a publié ces écoutes, pourquoi c'est d'intérêt général. Et d'abord, on va parler de ce dont il s'agit sur le fond. Fabrice, Pascal, vous avez été destinataire d'écoutes visant Bernard Squarcini. Fabrice, Bernard Squarcini, c'est un personnage central de l'époque Sarkozy, mais pas que, apparemment. Oui, alors il est surnommé le Squal. Ouais. C'est vrai que beaucoup de personnes, de situations et d'informations sont passées entre ses mâchoires ces 3, voire 4 dernières décennies. Ça a été considéré comme l'un des hommes les plus puissants de France. C'est un homme du renseignement. Il a été aux renseignements généraux, puis au contre-espionnage, à la direction de la surveillance du territoire. Et il a créé sous Sarkozy ce que l'ancien président français appelait le FBI à la française. C'est la DCRI, donc la Direction centrale du renseignement intérieur, qui est devenue la DGSI. Il y a le renseignement intérieur, il y a le renseignement extérieur, c'est la DGSE, que maintenant on connaît bien avec, par exemple, le Bureau des légendes. Et lui, il a été le patron de cette agence de renseignement d'État sous le quinquennat de Sarkozy. Et sitôt après avoir été, on va dire, pudiquement exfiltré de son poste par le nouveau pouvoir socialiste de François Hollande, il s'est tout de suite reconverti dans le privé, il n'est pas resté dans la police, et donc il s'est reconverti dans les renseignements privés, en devenant ce qu'on appelle un consultant en intelligence économique, en sécurité, et son premier gros client, c'est la première fortune française, Bernard Arnault, le patron de LVMH, le leader mondial du luxe. Et LVMH, c'est donc les 2 premiers épisodes dont on va parler tout à l'heure. Vous avez donc tous les deux passé à la moulinette sa parole écoutée. Vous en avez tiré donc une enquête en plusieurs épisodes, reconstitué d'une certaine manière le puzzle des compromissions de plusieurs services de l'État au profit d'intérêts privés, car c'est bien ça dont il s'agit, c'est mettre au service d'intérêts privés les services de police et de justice via des informations que Bernard Squarcini est allé comme ça soutirer à des magistrats, à des policiers. Publier des écoutes, Edoui, c'est inédit, en tout cas très surprenant. Pourquoi est-ce que Mediapart publie ces écoutes ? Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de Mediapart. Nous sommes à l'ère du multimédia. Il y a des documents écrits, il y a des photos, il y a des vidéos, on le voit par exemple sur les violences policières, et il y a des sons. Et dans ce travail, y compris de Mediapart, c'est avec Pascal Pasquariello, les podcasts, les sons, c'est aussi un traitement journalistique. Aujourd'hui, on écoute des podcasts, ça fait partie de notre travail. Et vraiment écouter la qualité, pas seulement des écoutes, des interceptions judiciaires, qui est le terme exact, mais du travail qu'a fait Pascal, qui fait que voilà, on s'accroche et qu'on ne s'arrête pas. Alors après, c'est comme dans tout travail de Mediapart sur une enquête, on check avant que l'avion décolle ou avant que le bateau prenne la haute mer pour s'assurer de ne pas démater, pour s'assurer de ne pas cracher. On vérifie tout. On ne porte pas atteinte à la vie privée. Tout ça est dehors. Deuxièmement, est-ce que ce que tu viens de dire, l'intérêt général, sérieux de l'enquête, légitimité de ces révélations, respect du contradictoire. Fabrice, une semaine avant, a envoyé 32 questions à Bernard Squarcini, une quinzaine à LVMH, pour ne prendre que les 2 premiers épisodes. Et puis après, évidemment, s'agissant de ce genre de document, où en effet une écoute fut-elle d'un juge, c'est une contrainte, bien sûr. Donc on s'assure du cadre. En l'occurrence, il s'agit d'enregistrements judiciaires, d'interceptions judiciaires qui ont été faites dans le cadre d'une instruction judiciaire, c'est en 2013, et qui ont abouti à un procès. C'est-à-dire que ce ne sont pas des documents secrets,
Ce sont des documents qui ont contribué à une procédure qui ensuite a été jugée publiquement et dans laquelle il s'agissait de... C'est une autre histoire de Zakia Kedin qui avait ramené de l'argent liquide de Libye. Et donc, dans ce contexte, Squarcini, étant lié à ces affaires libyennes, avait été mis sous écoute par un juge et par ses anciens collègues. Et du coup, bon, ça a été jugé. Ça fait partie de documents publics. Et puis, comme nous l'expliquons, comme Fabrice et Pascal l'expliquent très bien, c'est arrivé dans un autre dossier qui est la question de l'espionnage fait par LVMH. Et là, je laisserai Fabrice expliquer. Ce que nous faisons, nous jouons notre rôle de lanceur d'alerte, c'est-à-dire nous disons, il y a ce matériau, vous l'avez, et en fait, il dort, et vous ne vous êtes pas aperçu qu'il y a des faits vraiment très importants dans ce matériau. Donc, nous le disons au public, et la protection des citoyens, c'est que les publics soient au courant. Et en le disant au public, on le dit aussi à la justice. Il y a des faits, là, vous avez une petite mine d'or. À vous de faire ce que vous voulez. Nous, on ne préjuge de la culpabilité de personne. Tout le monde est présumé innocent. Mais il y a des faits. Et sur la gravité des faits, sincèrement, ce n'est pas anecdotique tout ça, même s'il y a un petit côté feuilleton Netflix et tout. C'est un État dans l'État. Pour le résumer tout simple, c'est comme si Bill Gates, aux États-Unis, l'homme le plus riche des États-Unis, c'est Jeff Bezos, ou disons Bill Gates, avait recruté le patron de la CIA, qui lui-même avait tout un réseau de policiers, et puis qu'il utilisait ça à ses fins privées pour ses affaires, et qu'au passage, il avait, entre autres, infiltré, espionné un journal d'une élue démocrate, progressiste, radicale, etc. Bon, aux États-Unis, mais tout le monde s'en emparerait. C'est-à-dire que c'est une histoire énorme. Comment, aujourd'hui, peut-on, qu'on soit de droite, de gauche, du centre, gouverner de manière autonome si il y a une force qui est liée à la politique, qui est liée, on va le voir dans des épisodes suivants, à une partie de la criminalité, et avec l'argent au milieu, la puissance corruptrice de l'argent, c'est terrible. Et c'est vraiment ça que nous mettons sous les yeux de tout le monde. Alors justement, venons-en aux 2 premiers épisodes qui concernent donc Bernard Arnault et LVMH. Donc Bernard Squarcini, lui, se met en 4, il le dit d'ailleurs dans l'épisode 2, pour ce Bernard Arnault. D'abord en s'attaquant à quelqu'un d'éminemment moins puissant que lui, mais très gênant, poil à gratter, c'est François Ruffin. On va écouter un extrait qui résume bien l'enquête. C'est une conversation entre Bernard Squarcini et Pierre Godet, le bras droit de Bernard Arnault. Et ici, c'est donc Pierre Godet qui est le donneur d'ordre. Beaucoup de me rappeler. Je vous ai envoyé un petit SMS hier, donc je m'occupe de la Oui, j'ai vu ça. Le côté ordre public, donc j'ai saisi l'ancien service, puis surtout la préfecture de police et la direction de la sécurité publique. Plus ça peut être intéressant aussi, puisqu'ils font du racolage. Oui. C'est ce que je vais regarder avec les gens concernés. Voilà, super. Bon, enfin, on est chez les babacools, c'est tout. Bon, mais après, ça attire du monde sur Paris un peu. Ça attire du monde, oui, c'est ça. Et puis il y a de la presse, quoi. Je vais voir ça verbalement avec. Donc là, on vient d'entendre Bernard Squarcini parler de babacool situationniste, Pierre Godet qui demande de les infiltrer, Squarcini qui dit je vais le faire oralement. Comment c'est possible que des babacool situationnistes, ça n'a donc pas l'air d'être des gens très très inquiétants, se retrouvent comme ça à paniquer l'état-major d'LVMH? C'est tout là aussi large, j'allais dire, de Squarcini, c'est-à-dire qu'il réussit à faire en sorte de montrer qu'il s'agit effectivement d'un danger. Il ne faut pas oublier que pour LVMH, ce qui compte et ce qui est important et ce qui revient régulièrement dans ses écoutes, c'est l'image. L'image de l'entreprise. Et ce qui est important pour Pierre Godet, sa plus grande inquiétude, celle de l'assistante personnelle de Bernard Arnault et de Bernard Arnault, c'est et si Fakir, François Ruffin en l'occurrence, qui est à ce moment-là journaliste, enregistre, tourne, et si ça fait du bruit. Puis il faut se rappeler qu'il y avait déjà une émission qui avait été diffusée sur France Inter, c'était le même dispositif, c'est-à-dire que François Ruffin s'introduisait dans une assemblée générale de LVMH, et ça, l'image de marque de LVMH, c'est ce qui prime, c'est ce qui est primordial. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on est en 2013, et ils sont, j'imagine, bien loin d'imaginer que derrière suivra « Merci patron ». Mais ouais, absolument. C'est ça qui est fou. Mais en fait, avec ce premier épisode, on a le contre-champ. C'est exactement ça. Voilà, de Merci patron, et c'est vrai qu'on voit
le leader mondial du luxe être paniqué par une bande de joyeuderies qui portent des t-shirts I Love Bernard et qui, pour les empêcher, sont capables de secouer l'intégralité de la machine d'État, y compris de la police et des services de renseignement. Parce qu'il faut se rendre compte de ce qu'est Fakir pour ceux qui ne connaissent pas. On est allé visiter ce journal qui fait si peur à Bernard Arnault. Alors, c'est un journal qui se trouve dans une petite rue d'Amiens en Picardie. François Ruffin lui a donné rendez-vous en début de semaine, donc dans ce journal qu'il a créé quand il avait 24 ans. Là, on est dans la salle de rédaction. Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, la salle de rédaction, c'est beaucoup dire. C'est là où on bouffe le midi, quoi. Donc les poubelles, voilà la poubelle de Fakir qui a dû être fouillée. On voit là une autre qui traîne sur les escaliers. Donc ça, c'est l'enregistrement des abonnés, ça se fait ici. Là, c'est le bureau de l'administration, quoi, on va dire. Là, c'est mon bureau qui est là. Voilà. Fakir, c'est donc un petit journal, en partie rédigé, illustré par des bénévoles, mais qui fait du bruit. Sa devise d'ailleurs, fâché avec tout le monde ou presque. Avec Bernard Arnault, en tout cas, c'est sûr. Je vais regarder si j'ai encore mes tongs à I Love Bernard. Voilà, des tongs, mais aussi un mug. Le milliardaire apprécie peu l'humour de Ruffin, au point donc de vouloir l'infiltrer. Ce qui est amusant et en même temps inquiétant quand même un peu, c'est l'espèce de disproportion entre cette bande de rigolos qui viennent perturber une assemblée générale de LVMH aussi, il faut le dire quand même à l'époque, pour que les Clure, qui est ce couple licencié, parviennent à sauver leur maison. C'est quand même l'objectif qu'on se fixe. Et la disproportion, c'est le nombre de services, non seulement Squarcini, mais les services de l'État, qui sont complètement en branle. On l'entend, il alerte tout le monde, les renseignements, la préfecture de police, ça remonte jusqu'au numéro 2 du Conseil du renseignement à l'Élysée, enfin, le préfet de Paris qui est atteint. Moi, ce qui m'effraie et m'étonne, c'est la fusion entre l'État et LVMH. Comment vous expliquez qu'ils aient mis à ce point toute une machine en branle pour vous stopper? Qu'est-ce qui leur fait peur dans tout ça, au fond? Je crois que de toute façon, les grands patrons type Bernard Arnault ne sont absolument pas des habitués de la démocratie. Ils fonctionnent en autocratie. Ce sont les seuls maîtres à bord. Et donc, simplement qu'il y ait une voix discordante qui puisse intervenir lors de sa grand-messe, qui est l'Assemblée générale des actionnaires, ça suffit à l'effrayer. Je trouve là qu'on a des services de police qui sont très nettement plus au service de LVMH qu'au service de la France et des Français. François Ruffin parle de fusion entre l'État et LVMH et il parle aussi d'autocratie et de police au service d'LVMH. C'est ça le cœur en fait de ces écoutes judiciaires et de vos enquêtes, c'est que ce sont vraiment des intérêts privés au service des intérêts, de la force publique au service d'intérêts privés. Bah oui, on a une entreprise qui a mangé une partie de la chose publique à son seul profit. Ce qui est important dans les écoutes, et dans le travail qu'on a fait autour des écoutes, parce qu'on essaie évidemment il y a un contexte dans tout ça. C'est pas qu'un matériau brut qu'on met comme ça au milieu de la table et on dit à tout le monde allez-y. Voilà. Il y a un avant, il y a un après, comme dans toute tragédie grecque. Il y a un début, un milieu, une fin, et c'est ce qu'on essaye de raconter. C'est tout ce qu'on a voulu monter et montrer et démontrer même avec Pascal et ma voix off qui essaye de donner du sens à ces affaires. C'est que ce qu'on entend, une grande partie, par exemple, dans l'épisode Ruffin, n'a pas été retranscrit par la police, n'a pas été retranscrit par le service enquêteur qui est saisi, qui s'appelle l'IGPN, qu'on connaît beaucoup sur les violences policières, et Pascal a documenté tout ça en long, en large, en travers dans le journal, notamment sur les angles morts des enquêtes de l'IGPN sur les violences policières, ce qui veut dire que nous avons des juges d'instruction en France qui sont aveugles à leurs propres éléments matériels qui permettent de documenter pourtant les faits qui seront susceptibles ou pas, on n'est pas juge de dire si ce sont des délits ou pas. Pourquoi c'est important et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que sur Ruffin, Bernard Arnault a été entendu comme témoin par l'IGPN. Et il a été interrogé sur l'infiltration de Fakir et il dit « moi je suis au courant de rien ». Ben, en fait, ce qu'on révèle et l'extrait qu'on a déjà montré, voilà, d'abord, c'est la présidence de LVMH qui demande l'infiltration, c'est Bernard Squarcini qui pilote tout de A à Z, il prend un cabinet pour le faire, d'ailleurs qui se fait grassement rémunérer, et on entend qu'il y a des notes sur la stratégie de Bernard Squarcini, comprendre l'infiltration, qui remonte personnellement à Bernard Arnault himself. Donc là, on a un matériau en termes d'information publique qui est majeur. Et pour répondre à ta question, alors là, c'est sidérant de voir cet homme qui vient de quitter la police et qui appelle qui il veut au sein de l'appareil policier et des services secrets intérieurs. Les gens continuent à le considérer quasiment comme un patron et lui donnent des informations qui sont normalement couvertes par un secret soit de l'enquête, etc., aux fins
d'utilisation pour la puissance privée. Donc là, on a une intrication entre la chose publique et la... C'est même pas une intrication, c'est une soumission de la chose publique aux intérêts privés qui ne peut que questionner et, comme le disait Edoui, susciter, on l'espère, au moins un débat public. C'est un document sociologique sur ce qu'est l'État aujourd'hui. Et justement, outre l'intérêt général qui est manifeste, quand vous avez écouté, Pascal, Fabrice, mais vous avez sélectionné notamment des passages qui avaient échappé à la retranscription. C'est ça, dans j'imagine, les heures, les dizaines d'heures, Pascal, que vous avez écouté? Alors, pour reprendre comment c'est organisé, c'est le fruit de l'enquête de Fabrice. Non, mais c'est quand même important de... Mais ta contribution est plus qu'importante. Et Fabrice a fait tout ce qu'on appelle un travail énorme d'écoute, d'heures et d'heures d'écoute judiciaire. Et les a donc déjà, en fait, a déjà sélectionné, a déjà vérifié ce qui avait été retranscrit ou pas. Et a déjà organisé en fait des épisodes. Et ensuite, j'ai écouté dans un deuxième temps pour voir ce qui, de façon sonore, pouvait fonctionner, ce qui nécessitait ensuite des micros et la façon dont on pouvait les agencer. Voilà comment. C'est un mode de narration, je souligne, parce que vraiment c'est nouveau pour nous. C'est un mode de narration. Complètement. Pascal a été primée pour un podcast qu'elle avait fait formidable sur la justice, un micro au tribunal, et c'est un nouveau mode de narration. Je souligne ça parce qu'il y a le côté que certains pourraient avoir et que nous n'avons pas, voyeur. Pour nous, c'est pas du voyeurisme. Ah ben non, surtout que la réalisation est voilà. Et la mode d'écriture radiophonique, pourrait-on dire, ou audio, montre ça. Montre que c'est pas tam-tam, vous êtes caché comme ça. C'est une histoire, c'est un récit. Il y a un contexte, il y a des mises en garde, il y a des précautions, et c'est tout ça qui est. Absolument. Et justement, Pascal, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as réalisé les épisodes? Parce que parfois il y a de la musique. Éclaire ceux et celles qui nous regardent, qui auraient déjà écouté, ou ceux qui vont s'abonner et donc écouter cette série d'enquêtes. Dis-nous un peu, parce qu'il y a de la musique parfois. Alors, en fait, il faut déjà reconnaître que moi qui viens de la radio, la prise de son est parfaite. Hein. C'est moi, c'est l'écoute. Ça s'appelle le gîte. Très bonne qualité. Donc l'écoute est aisée. C'est aux Invalides, le groupe interdit. Non mais attends, on est ravis de savoir que les policiers peuvent écouter en tout confort, c'est important. C'est la police, c'est pas le GIC, d'accord. Donc bonne qualité d'écoute. Mais voilà, mis à part ça, en fait, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de rajout, parce que la matière est exceptionnelle et parce que surtout, il faut rester dans ce contexte-là, ne pas s'en amuser, parce que les faits sont trop graves, pas dénaturer les propos et respecter ce qui est dit, en fait, et rendre ça intelligible grâce aux micros, aux explications de Fabrice. Mais c'est tout le travail qu'on fait en fait au quotidien à l'écrit. C'est-à-dire que ça part du même principe. Vérifier les sons, vérifier ce qui est dit, écrire ensuite et respecter la parole qu'on entend, et contextualiser et expliquer pour, alors là, j'allais dire l'auditeur et pas le lecteur, mais pour l'auditeur, expliquer avant, après, le contexte et ce qui s'est dit, parce que parfois, évidemment, il y a des façons de s'exprimer qui sont, au cours d'une discussion, qui peuvent prendre des raccourcis dont on n'a pas les codes. Donc, la seule musique qu'il y a, c'est la musique d'attente du ministère de l'Intérieur. Ça, bonjour, vous êtes bien au ministère de l'Intérieur, ne quittez pas. Et là, paf, on a la DCRI qui va se mettre en branle pour LVMH. Alors, justement... Et LVMH. Exactement, voilà, tout à fait. C'est les deux musiques d'attente. Alors justement, donc, épisode 2, toujours LVMH, et là on voit comment donc, l'État, mais vraiment à tous les étages, police, justice, se met littéralement au service de la multinationale via Squarcini. Alors par exemple, Bernard Squarcini veut que les hommes de Bernard Arnault soient armés. Comment va-t-il s'y prendre pour justifier ça? Il parle donc de la menace de l'ultra-gauche, via donc, des infos du Conseil national du renseignement à l'Élysée. Donc il va jusqu'à solliciter le numéro 2, Pierre Lieuteau, qui, dingue, lui répond. Et se réjouit des suites données par un de ses agents, Éric Belmaconte. On écoute l'extrait. Pierre, allô, me rappeler. Ouais. Putain, tu es fort, toi. J'ai fait même travailler le CNR à ton profit. C'est trop fort. Eh non, il pourra me le sortir que lundi matin. Ouais, il m'a dit, je vais même lui faire ça, compile et tout. Attends, c'est pour la survie du pays, les mecs qui bossent. Eric, il est super consciencieux, tu sais. Non, mais je sais. Attends, je lui dis, fais-lui des... Tu préférais des Mélenchon ou le CAC 40?
il va te le faire. Allez, salut, ciao. Pierre Liotto le dira lui-même, le Conseil national du renseignement bosse pour LVMH. Oui, allô? Toto, j'étais en réunion avec Pierre et Karine. Ah, j'ai reroyité une note de la façon. T'as vu, hein? On bosse pour toi, hein. Avec la trame. On va passer nos honoraires aussi. Absolument. Il y a déjà un million je suis obligé de te laisser, Pierrot. Je t'embrasse. Ouais. Oui, salut, ciao. Donc là, on vient d'entendre Pierre Liotto, qui est tout content que ses agents soient dédiés à informer LVMH via Bernard Squarcini. Alors là, il faut bien comprendre le contexte. En fait, il y avait une volonté de restreindre les capacités d'armement des grands patrons, enfin des gardes du corps des grands patrons, parce que la capacité d'armement était héritée des attentats qui avaient eu lieu, notamment Action Directe dans les années 80. Et là, il y avait une volonté que ça circule un peu moins les armes comme ça dans cet environnement-là. Et Squarcini est chargé de récupérer des informations du cœur de l'État pour montrer qu'il y a une menace supposée d'extrême gauche radicale, quasi terroriste énorme, pour justifier que le clan Arnaud continue d'être armé. Et bien, pour faire ce travail-là, c'est ce qu'on vient d'entendre, il récupère les informations au cœur de la présidence de la République, sous François Hollande, d'un ami à lui qui est préfet, Pierre Liotto, qu'on a entendu, qui est l'actuel monsieur sécurité du ministère de l'Intérieur pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc c'est pas n'importe qui. Il travaillait avec un homme qui est Jean Castex, donc l'actuel Premier ministre jusqu'il y a encore peu. Et ils ont conscience que ce qu'ils font est quand même hors des clous, puisque les notes des services de renseignement quand même, qui proviennent de l'Élysée jusque dans l'escarcelle de Bernard Arnault pour LVMH, ils le savent, puisqu'il dit « Ah, t'as vu, on bosse pour toi, on va t'envoyer nos honoraires ». Et il dit à un moment, ce Pierre Liotto, il dit « Les notes, on te les filme, elles vont être démarquées ». Alors démarquer, c'est un terme un peu que tout le monde ne peut pas évidemment saisir. Ouais, jargonneux. Démarquer, ça veut dire qu'on va enlever l'en-tête d'où ça vient, pour cacher l'origine. Pourquoi ? Parce que l'origine, elle est couverte par un secret. On est quand même au Conseil national du renseignement. C'est l'espèce de tour de contrôle des services secrets à l'Élysée, qui est dirigé par un homme qui s'appelle Ange Mancini, qui est plutôt sarkozyste plutôt que du camp d'Hollande, on va dire. Et le numéro 2, c'est le fameux Pierre Liotto, qui est un intime de Bernard Squarcini. Donc là, on est au cœur de l'imbrication entre l'État et les intérêts privés, et c'est les intérêts privés qui, des deux, en profitent le plus. On va le voir dans un autre épisode à venir. Voilà. Si on s'abonne. L'autre fait hallucinant, donc Pierre Liotto va même demander à Bernard Squarcini de se renseigner pour le compte de LVMH dans sa bataille avec Hermès. On écoute cet extrait. Allô? Bernard. Oui? Je viens d'avoir Godet là, qui s'inquiète parce que son service de presse vient de lui dire dans l'affaire LVMH Hermès, il y a un juge d'instruction, il y a Challenge, tu sais, le magazine Challenge, qui s'apprêterait à communiquer sur son site le fait que dans l'affaire donc LVMH Hermès, il y a un juge d'instruction qui aurait été nommé et désigné. Là, il faut voir avec Lolo alors, avec Laurent, parce que jusqu'à ce jour, on est en mars, lui s'inquiétait en décembre, on lui disait qu'il n'y avait rien encore. Non, il n'y avait rien pour une bonne et simple raison, c'est que le parquet n'avait pas encore rendu son avis. Donc tant que le parquet ne rend pas son avis, tu ne peux pas avoir désignation de juge d'instruction. Mais là, c'est Lolo qui était chargé de suivre cet aspect-là. Essaye d'avoir Laurent. Ok, je vois ça. À plus. Ciao, salut. Est-ce que quand on est numéro 2, comme Pierre Liotto, du Conseil national du renseignement de l'Élysée, on est à ce poste pour informer une multinationale des avancées d'une enquête de justice couverte par le secret de l'instruction? Mais là, c'est dingue, c'est-à-dire que c'est quand même hallucinant. En fait, Pierre Liotto, il est qui n'a pas voulu répondre à nos questions, je précise. Il a joué un rôle dans l'embauche de Bernard Squarcini auprès de LVMH. C'est pas le seul, mais il s'en vante lui d'ailleurs. Au téléphone. Il connaît bien le numéro 2, le vice-président de LVMH, Pierre Godet, qui est même une sorte de co-numéro 1, qui est décédé. Il est décédé en février 2018. Et en effet, c'est lui qui d'abord transmet l'inquiétude de la multinationale depuis l'Élysée auprès de Bernard Squarcini concernant un dossier pénal extrêmement embarrassant, une enquête qui est ouverte au cœur d'une guerre entre Hermès, qui est dans le luxe aussi, et LVMH,
puisque LVMH avait fait ce qu'on appelle une OPA hostile cachée avec des sociétés dans les paradis fiscaux pour racheter secrètement Hermès. C'est normalement non réglementaire et Hermès avait déposé plainte contre LVMH. Cette enquête fait peur à LVMH. LVMH le fait savoir au numéro 2 du Conseil national du renseignement à l'Élysée, lequel le dit à Bernard Squarcini. Et là, on met en branle toute la machine pour obtenir des informations qui du cœur de la police, qui du cœur de la justice, pour surveiller l'enquête pénale et évidemment pouvoir éventuellement la contraindre et l'empêcher. Et un autre personnage qui permet de donner toutes ces infos, c'est un magistrat, Laurent Marcadier, qui va donc donner les infos que cherche Bernard Squarcini sur cette enquête de justice. On écoute la conversation. Ouais, Bernard, Laurent, l'appareil. Ouais. Ça va? Je te dérange pas? Non, vas-y. Bon, je voulais te dire, ça y est, on m'indique que la Brief a renvoyé la procédure au parquet de Paris. Ils ont clôturé il y a une bonne dizaine de jours. Mais comme c'est les vacances scolaires, la personne qui suivait ça, elle n'était pas là, donc j'ai eu l'info que là, en début d'après-midi. Et donc c'est le parquet de Paris a ouvert chez la petite Bilger. Bilger? Ouais, la fille de Bilger, la médiatique, avocat général, voilà. Donc c'est elle qui a récupéré le truc, la procédure est vide. Mais visiblement, Molins, ayant peur qu'on lui fasse le reproche de classer sec, a préféré ouvrir au cas où. Bon, voilà. Mais la procédure la procédure est indigente, voilà. Compris. Ok, mon petit Laurent. Ben merci. À plus tard. Ciao. Salut Laurent. Salut. Ciao. Salut. Et alors, ce qui est dingue, c'est le destin de Laurent Marcadier. En fait, Laurent Marcadier, au moment où il parle, il est toujours magistrat en fonction, Voilà, donc il est ce qui lui permet fonctionnaire. de donner ses infos. Mais il sait qu'il va devenir, puisqu'il a fait la demande, mais ça traîne l'autorisation du ministère de la Justice, le directeur juridique de LVMH. Eh ben, dis donc. Voilà, donc il a un pied dedans, un pied dehors. Mais surtout un pied mais avec dehors, le pied dedans, ça ça lui permet d'alimenter le pied dehors. Le pied dehors, voilà. Donc là, on a quand même le cheminement de la façon dont une influence, une position, des informations sont monnayées. Il y a la demande de LVMH que Bernard Squarcini fait remonter à ses contacts pour les justices, qui sont ensuite récompensés. Et parfois de pas grand-chose, mais en tout cas de quelque chose de symbolique, de caste, d'une certaine façon. Comme pour Christian Flech, qui était... Privilège, ça s'appelle. Privilège, oui, c'est ça. Le mot m'échappait, privilège. Comme pour Christian Flech, le patron de la police judiciaire. Oui, Bernard, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Pierre, ça va bien, merci. Bon, merci pour les informations que vous me transmettez au fur et à mesure. Très bien, intéressant. Hein. On a, Bernard, vous savez, chaque année, la possibilité d'inviter quelques personnes à Roland-Garros. Vous d'accord. Oui. Donc, si vous souhaitez... Faire plaisir à quelques personnes. Vous me le dites. Hein. Ok. Ça peut faire plaisir. C'est très gentil à vous. Ça permet de faire le déjeuner et ensuite... regarder le match, c'est vraiment sympathique. Hein. Je pense à Christian Flech, déjà, le directeur de la PJPP. Ah oui, parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Et quelques minutes plus tard... Oh, salut Bernard. Monsieur Christian Flech, comment vas-tu? Ça va. Est-ce que le 5 juin, ça te dit de venir à Roland-Garros, déjeuner plus loge? Oui, c'est pas désagréable, bien sûr. Une réaction? Alors oui, une réaction. Là, c'est intéressant parce que précisément cette, comment on pourrait appeler ça, cette gratification entre LVMH et Christian Flech, on entend bien dans l'épisode que Pierre Godet dit à Bernard Squarcini, vous savez, on a des places en loge avec le repas, le match, tout ça est très agréable pour remercier ceux qui nous ont aidés, ajoute Bernard Squarcini. Et donc il appelle tout de suite Christian Flech pour lui dire, voilà, est-ce que tu veux? L'autre, il dit, c'est pas désagréable. Très bien. Cet extrait, il est très important parce que ça fait partie des choses qui n'ont pas été retranscrites par la police. C'est-à-dire que là, on a le remerciement, alors oui, symbolique, c'est un micro-événement, mais c'est un micro-événement que je trouve extrêmement bavard, et extrêmement signifiant de ce petit monde, d'échange de bons procédés. Voilà, je t'informe sur le contenu d'une enquête et tu as à main gauche une place en loge. Après, on ne sait pas en plus ce qui se passe derrière et quand ils se retrouvent, etc. Tu joues à un sel, tu traites le soleil. C'est pas désagréable. Bon, cela étant dit, en plus, il est patron de la PJ. Ça veut dire beaucoup de choses pas désagréables. Enfin bon, il est patron de la PJ parisienne. Moi, je ne savais pas qu'on avait le temps, quand on était patron de la PJ parisienne, un mercredi, je précise. De passer autant de temps au soleil et aller regarder les matchs de Roland-Garros. Bon, Mediapart, on n'a pas le temps. Mais ça c'est un élément de l'enquête qui a échappé
au juge d'instruction parce que la police ne l'avait pas retranscrit. Et est-ce qu'ils peuvent se ressaisir de ça, les juges ou le parquet? Ah oui, bien sûr, oui, ils peuvent tout à fait se ressaisir de ça. Alors évidemment, ils font pas ça parce que Mediapart le fait et le lendemain, il y aurait d'éventuelles diligences judiciaires, à mon avis, mais je ne suis pas dans le secret des lieux ni du palais de justice. Il faut qu'ils se réapproprient les écoutes et qu'ils refassent l'intégralité des écoutes, qu'ils le retranscrivent pour pouvoir faire rentrer ces faits-là dans la procédure pénale et que ça ait éventuellement des conséquences. Mais encore une fois, ça, c'est pas à nous de le dire ni de le faire. Parce que je souligne que certes, il y a un débat judiciaire, mais nous, ce qu'on alimente là, c'est un débat politique. Je réinsiste, il va y avoir des présidentielles dans 2 ans, quelle que soit la famille politique, puisque je ne pense pas que ce soit Sarkozy qui redeviendra président, toute personne qui se veut en responsabilité, toute formation politique qui se veut en responsabilité bientôt, toute alliance politique, en écoutant ça, doit se dire « mais comment je peux gouverner ? Quelle va être mon autonomie ? Quelle va être mon autonomie par rapport à la haute fonction publique, par rapport à cette haute police qui fait de la basse police, par rapport au poids de puissance financière incommensurable et qui ont une arme, l'argent. L'argent, c'est corrupteur. L'argent, trop d'argent, c'est corrupteur. C'est tentateur. Hein, même, il n'y a pas besoin que ce soit sous la table. Ça peut être des gros salaires, etc. Et donc, aujourd'hui, nous, de certaine manière, on lance un appel. C'est-à-dire qu'on se dit que des consciences de la République devraient se dire mais qu'est devenu notre État ? Moi, j'ai connu Bernard Squarcini, jeune haut fonctionnaire de police, commissaire de police, et beaucoup de ces noms, y compris Ange Mancini, que tu as cité tout à l'heure, c'était il y a 35 ans, 30 ans. L'État ne fonctionnait pas comme ça. C'était impensable. Impensable. Il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la soumission du politique à des intérêts privés. D'autres épisodes à suivre, c'est ça ? Ouais. Plusieurs. Ouais. Combien on peut dire ? Encore Combien ? 3. Trois. Le prochain, ça parle de Jérôme Cahuzac. Voilà, ça parle de Jérôme Cahuzac. Cahuzac. On écoute un extrait. Alors Jérôme Cahuzac, tout le monde s'en souvient, le ministre du budget fraudeur fiscal. Et en fait, on va découvrir comment Bernard Squarcini continue d'œuvrer alors qu'il n'est plus dans la police et les services de renseignement pour alimenter l'opposant numéro 1 au nouveau président François Hollande, un certain Nicolas Sarkozy, lui donner des informations afin que celui-ci les utilise contre François Hollande. Donc là, on est dans ce qu'on peut appeler les boules puantes, ce que d'ailleurs les sarkozystes nous reprochaient toujours quand nous diffusions des informations qui n'étaient pas puantes, mais qui étaient juste les faits tels qu'on avait pu les documenter dans le journal. Et en réalité, mais là, c'est magnifique parce que, au-delà de la sidération de ce qu'on va entendre et de ce qu'on va comprendre, on est dans les arrière-cuisines de la com politique. Et il y a la com, il y a ceux qui nous parlent des valeurs de la République toute la journée, de l'ordre, du respect de la loi. Et en fait, quand on est grâce à ces écoutes judiciaires dans le cœur battant. C'est là qu'est la sincérité. C'est là où il y a la vérité, parce que c'est là où il y a les faits. L'élément de contexte, c'est que, pour que tout le monde comprenne, c'est que le hasard fait qu'il ait écouté M. Squarcini dans le moment où se dénoue, sous l'effet des révélations de Mediapart, de Fabrice, l'affaire Cahuzac, c'est-à-dire où Cahuzac a reconnu, et en fait, on va comprendre qu'il cherche à prolonger cette affaire d'une autre manière. Extrait. Oui, bonjour. Bernard Squarcini. Je revenais vers vous pour prendre un petit rendez-vous. Vous avez déjà fait une demande ? Non. Ah non, d'accord. C'était cyclique, comme ça, il m'a dit de passer régulièrement. D'accord. Donc, écoutez, bien sûr, avec Michel Gaudin, bien sûr, avec. Oui. Et je voudrais vous envoyer un petit mail à son attention et Michel Gaudin aussi. Oui. C'est sur l'affaire Cahuzac, c'est un petit blanc. D'accord, très bien. On lui remettra et puis voilà. je vous rappelle pour le rendez-vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Bernard Squarcini. Je suis momentanément absent. Dans la foulée, le cabinet Sarkozy rappelle Squarcini. Dès que possible. Merci. Allô, Monsieur Bernard Squarcini, bonjour. C'est Sylvie au secrétariat du président Nicolas Sarkozy. Je vous rappelle pour votre rendez-vous, le président a bien eu le document. Autrement, il y aurait éventuellement des possibilités dans l'après-midi du vendredi 19. Merci de me rappeler. Au revoir.
Alors là, pareil, sacré extrait aussi. Ouais, dans le jargon du renseignement, un petit blanc, c'est pas un verre de Chablis. Un petit blanc, c'est une note blanche en fait non signée, anonyme, qui contient généralement des informations extrêmement sensibles. Et on va découvrir, pour ceux qui écouteront, si j'ose dire, l'épisode, que l'origine de ce petit blanc et de ces informations est extrêmement sensible. J'en dis pas plus. Bon, alors si vous voulez entendre la suite, je ne saurais mieux dire qu'abonnez-vous, si vous le pouvez, bien sûr. Merci à tous les trois, Edoui Plenel, Pascal Pasquarello, Fabrice Arfi. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un bon été. Voilà, et donc vraiment, si vous pouvez, abonnez-vous, car ces enquêtes ne sont possibles que grâce à vous. Le Squal Opération Secrète, donc à écouter sur mediapart.fr, de nouveaux épisodes à suivre. À l'air libre revient à la rentrée, le 14 septembre. Pour de bon cette fois, tous les jours, du lundi au jeudi, sauf actu. Qui sait, ça pourrait arriver dans la torpeur du mois d'août. Peut-être qu'on serait de nouveau là. On ne sait pas. À bientôt et bonne soirée. Merci.